Donc, j'ai le plaisir justement de vous accueillir dans ce nouvel espace qui s'appelle Espace Yélema. Il y a une connotation africaine parce que j'ai une certaine résonance aussi avec l'Afrique, comme j'ai aussi avec certaines traditions du Cachemire. Et du coup, parlant de Yélema, je suis assis sur une couverture malienne, comme les griots. Et je mentionne ça parce que ce soir, en parlant de mon travail, je vais beaucoup vous parler aussi de rythme, en fait, de corporalité, et le corps dans le rythme avec l'énergie. Et du coup, je suis assis un peu sur cette couverture africaine comme un griot. Voilà. Parce que finalement, mon ambition, c'est pas de vous saturer de savoir théorique, mais en fait de vous faire faire une sorte de voyage à travers des expériences et des vécus sensoriels. C'est aussi ce que j'essaye d'amener dans mes séances individuelles, c'est de trouver un lien avec la personne et avec ce lien essayer de le faire, de le dynamiser, de le faire vivre, de le faire circuler et ensuite d'essayer de constater comment ce lien est finalement relié à un environnement ou à un rythme plus grand qui, on pourrait dire, est le rythme de la pièce, de la ville, du pays, du monde. Donc finalement, ce soir, ce sera peut-être pas structuré de manière très linéaire, comme j'ai eu des fois fait des conférences. Donc j'avais un peu un plan et des sujets que je voulais aborder. Ce soir, c'est assez libre. Je vais essayer de surfer un petit peu la vague avec vous. Donc pour ce faire, c'est important, vous êtes une partie importante du processus, vu que vous êtes l'autre moitié avec laquelle j'interagis. Donc c'est pour ça que si vous avez des questions, c'est intéressant pour moi si vous les posez au fur et à mesure de la conférence. Comme ça, vous pouvez me donner en fait des impulsions, des idées sur comment orienter un petit peu les choses que j'ai envie de vous transmettre. Donc il n'y a pas de moment de questions-réponses à la fin, c'est tout au long de la conférence. Alors je vais vous parler de plusieurs choses ce soir. Je vais vous parler de corporalité, d'énergie, de perception, d'intimité et d'émotion. Et comme je vous ai mentionné déjà tout à l'heure, de rythme. Donc, j'ai plusieurs volets en fait dans mon approche, que j'appelle corps, énergie et alignement. Et il y a un volet qui est souvent le plus abordable pour tout un chacun, parce que c'est quelque chose dont tout le monde a une notion en tout cas intégrée, c'est la corporalité. On vit tous dans un corps, on le bouge toute la journée, il nous fait souffrir, il nous fait plaisir, mais il est toujours, tout le monde a une notion de son corps physique, ce qui n'est pas toujours le cas, on pourrait dire, du corps d'énergie. Pas tout le monde a forcément conscience de son énergie ou de toutes ses émotions, bien que les émotions, tout le monde a aussi une vague notion en général. Donc il y a tout un pan de mon travail qui est basé sur la structure corporelle. Donc je travaille avec des principes ostéopathiques dans lesquels l'important c'est finalement de se connecter au rythme et aux organisations internes du corps et de les soutenir depuis l'extérieur avec des actions ou avec simplement une présence et une écoute. Donc il y a une notion de non-intention aussi et de vraiment soutenir le processus corporel dans sa globalité et pas de lui imposer une vision un petit peu intellectuelle sur comment il devrait fonctionner. Donc dans cette approche structurelle,
quand quelqu'un vient et il a une douleur au genou ou à l'épaule, en général, je vais regarder la personne, je vais regarder le genou, et je vais regarder la personne dans son intégralité. Et souvent, ça va se voir assez clairement qu'il y a tout un schéma de fonctionnement qui va avec une posture, et qui va souvent avec une attitude aussi que la personne adopte dans la vie. Par exemple, si j'ai mal à l'épaule et que je suis comme ça, vous voyez bien que finalement je dégage une forme de forme et un sentiment. Si je suis comme ça, je n'ai pas du tout la même apparence ou le même sens de l'engagement dans la relation avec vous que si je suis comme ça. Donc il y a cette notion je dirais de sentiment qui va être très important parce qu'elle va aussi impliquer des changements dans la relation avec autrui. Donc quand je regarde cette attitude globale, si je l'approche de manière structurelle et physique, je vais en fait commencer à toucher le corps à un endroit et puis je vais sentir il y a des mouvements, il n'y a pas de mouvements, il y a des inerties, il y a des libertés. Donc on peut prendre le doigt de pied, touchant le doigt de pied, essayer un petit peu d'aller dans différentes directions. Et très vite, le corps va montrer des endroits où il va vouloir aller ou des endroits où il ne va pas vouloir aller. Et à partir de cet endroit, je peux un petit peu toucher la cheville, le doigt de pied, et je vais très vite voir, ah tiens, le genou, il participe pas, la hanche, elle participe pas. Et comme ça, à travers le corps, il y a tout un schéma de tension, on pourrait dire un système de tenségrité qui va être activé. On pourrait appeler ce système-là le système des fascias. Et quand je l'active, c'est l'ensemble du corps qui va me montrer sa capacité de recevoir ce mouvement ou d'en faire quelque chose ou de devoir rejeter finalement cette impulsion. Beaucoup dans le corps, il y a une question finalement d'être capable d'absorber en fait une information et puis d'en faire quelque chose ou de devoir la rejeter. Quand on a une blessure corporelle, souvent c'est parce qu'on n'a justement pas réussi à absorber l'énergie qui nous est arrivée dessus et on est obligé soit de la figer ou soit de la recracher immédiatement. Donc si on prend de nouveau un objet qui m'arrive dans l'épaule, si mon épaule est souple, l'objet arrive, mon épaule bouge et puis elle utilise la force, elle l'utilise pour faire un mouvement et ensuite elle la redistribue vers l'extérieur. Si maintenant mon épaule est déjà saturée d'informations et de tension, l'objet arrive, mon épaule, elle bouge plus, elle recrache en fait une partie de l'impulsion, ou alors elle va stocker une partie aussi à l'intérieur des tissus. Et ça, à force, ça va créer des tissus qui ne bougent plus, donc des maladies qui peuvent se développer petit à petit dans ces endroits-là. Donc il est évidemment intéressant de libérer ces blocages et ces inerties dans les tissus corporels. Donc la manière de l'aider structurellement, c'est que moi par exemple je vais mettre les mains soit directement sur l'épaule ou depuis plus loin et puis petit à petit m'approcher de cette zone de tension et de lui offrir en fait après un espace pour qu'elle puisse se terminer et se vivre en fait, parce que toute tension est un mouvement et un mouvement a besoin de se terminer pour pouvoir mourir en fait. Donc ce qu'on cherche, c'est finalement que chaque tension puisse vivre pour ensuite mourir. Donc de nouveau dans le cadre de l'épaule, si je la laisse aller souvent au bout, elle va souvent terminer son mouvement et ensuite se redissoudre dans la spatialité. Alors c'est pas facile à faire souvent parce que justement, si le corps n'a pas réussi à le faire en première instance, c'est souvent parce qu'il n'avait pas de disponibilité dans le reste du corps pour soutenir cet endroit-là. Donc en tant que praticien, ce que je peux moi faire, c'est lui offrir cet espace supplémentaire pour qu'il puisse profiter en fait de mon espace personnel pour s'exprimer, pour être un petit peu moins abstrait. Moi, je touche l'épaule de la personne est tendue, son épaule ne peut pas se tendre plus parce qu'elle est déjà au maximum de sa capacité. Moi, je vais contenir en fait l'épaule et lui enlever une partie du poids de la gravité, et en n'ayant pas à charge la partie de la gravité qu'elle doit gérer autrement, elle peut en fait finir son mouvement.
l'image que je donne souvent aux gens, c'est un petit peu comme si quelqu'un vient avec plein de paquets dans les mains, puis il est comme ça. Et puis en fait, moi je viens, je dis attendez, je vous tiens, et je les tiens un moment, les paquets, puis comme ça la personne, elle peut, pendant que je tiens les paquets, se mettre autrement, les reprendre doucement, et puis après repartir quelque part avec les mêmes dynamiques à gérer, mais en ayant eu un espace un petit peu soulagé pour pouvoir les intégrer. Donc là, tout l'art du travail, c'est d'arriver à bien prendre l'ensemble des paquets en tant que praticien et d'arriver en fait à les reposer délicatement, parce que c'est aussi ça le plus gros enjeu, souvent dans le travail avec le corps et avec les tissus, c'est souvent le dépôt, le relâchement, et c'est le plus important, parce qu'il y a un rythme en fait, et il y a une durée. Si maintenant je suis trop sec, le corps il va rebondir en fait. C'est comme si souvent quand on dit à quelqu'un relâchez vos épaules, il va faire. Et en fait, quand on fait ça sans suivre vraiment le rythme du tissu, il va rebondir et il va se retendre derrière. Ça fait. Donc c'est souvent ça le problème quand on ne suit pas la temporalité, c'est qu'en fait on revient au point de départ. Donc, ou pire des fois. Donc là, ce qu'on va essayer, en tout cas moi de l'extérieur, c'est ce que je vais faire avec la personne quand je travaille structurellement, c'est que je vais lui soutenir en fait et je vais l'empêcher de la lâcher trop vite. Donc on va accompagner, puis à un moment l'épaule est de nouveau disposée à reprendre la charge en pouvant la tenir sur la durée. Donc ça c'est des choses que évidemment le praticien externe peut faire, mais mon but à moi en général c'est d'aider les personnes à apprendre à le faire elles-mêmes. Donc c'est pour ça aussi que je fais des séances plus globales dans lesquelles on fait tout un travail sur la perception du corps et sur le fait d'apprendre à sentir ce genre de dynamique à l'intérieur du corps et d'apprendre comment je peux faciliter leur expression. Donc ça demande évidemment aussi une certaine volonté d'écouter ce que le corps veut bien raconter et pas juste lui imposer notre vision volontaire, on va dire, sur « Ah non, maintenant je ne veux plus ce mal d'épaule tout de suite, alors relâchons-le », sans vraiment accepter que peut-être pour se relâcher, il doit d'abord se tendre. Finalement, une grande partie de nos difficultés vient du fait qu'on a de la peine à écouter, et en fait on a de la peine à accepter certaines réalités. Parce que là, j'ai parlé en premier lieu d'une tension structurelle liée à une force externe qui vient, comme un ballon qui m'arrive dans l'épaule. Donc ça c'est une chose, on pourrait dire voilà, de toute façon il n'y a pas d'autre choix, le ballon il est arrivé à cette vitesse, je n'ai pas pu faire autrement. Alors que dans le cadre des émotions, souvent ça va être il y a la même chose, c'est-à-dire qu'on reçoit aussi des formes de ballons émotionnels qui nous arrivent dessus, ils nous font souvent aussi des contractions. Et là souvent aussi on va dire bah, de toute façon elle n'avait pas le choix, et c'est l'autre qui a été comme ci ou comme ça, alors qu'en fait, quand on apprend à écouter cette tension qui augmente et puis rester avec cet inconfort de la tension qui augmente, en fait, on arrive à offrir un espace pour que l'émotion puisse d'abord se vivre et ensuite se résoudre. Donc, la plus grande difficulté, c'est d'apprendre en fait à supporter notre réalité. Supporter notre réalité en se rendant compte que si on prend un petit peu plus de temps pour écouter cette réalité du moment, elle ne nous est finalement pas si inconfortable que ça en fait, parce qu'on a souvent des idées intellectuelles sur la douleur, sur telle ou telle émotion qui serait de cette manière ou d'une autre, alors que souvent c'est basé sur une expérience du passé résumée, ou alors sur une copie qu'on a fait d'autres gens qui ont vécu cette situation et nous ont transmis, comme nos parents par exemple, qui avaient une manière de vivre certaines émotions. On a vu, la tristesse c'est horrible, c'est dangereux, il ne faut surtout pas s'approcher de cet élément-là. Donc des fois on a appris à d'ores et déjà, dès que la tristesse pointe un petit peu son nez, à déjà se dire c'est mauvais, c'est horrible, on essaye de l'éviter au maximum. Alors que si on arrive des fois à avoir un petit peu plus d'ouverture d'esprit et de disponibilité, on va se rendre
compte que finalement, une émotion comme la tristesse, il y a une beauté infinie dans l'émotion. Parce que l'émotion, c'est un mouvement, et ce mouvement, il va finir par amener une expansion. Et qu'on en retrouve une certaine expansion, on retrouve toujours la beauté, parce qu'on retrouve quelque chose de notre être qui est plus large que le corps, en fait. Et c'est finalement ce qu'on cherche. On est beaucoup à rechercher ça, finalement, dans un chemin de spiritualité, c'est de voir qu'on est plus que juste notre corps physique. Donc une émotion, ça peut être un véhicule, en fait, pour arriver à cet état de plénitude. Par contre, souvent, ça implique à passer par une zone qui peut nous sembler inconfortable. Par exemple, une émotion comme la tristesse, ça peut être un effondrement sur soi d'abord. Il y a d'abord quelque chose qui se referme, qui veut se retirer, et puis qui peut se sentir très inconfortable, très acculé, et puis seulement après, ça se rouvre et ça se redilate. Donc en général, notre plus grande difficulté, c'est d'accepter cette première fermeture. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans la vie, c'est pas toujours facile parce que les choses arrivent vite. On est vite un petit peu attaqué, si je peux dire, par toutes sortes de mouvements, de dynamiques émotionnelles, parce qu'on vit avec d'autres gens qui ont des plans de vie un peu différents des nôtres, ou en tout cas une manière d'organiser leur vie qui n'est pas comme la nôtre, et du coup ça peut vite créer des petites saturations psychiques, émotionnelles. Et du coup, ça peut aller très très vite et on n'a pas toujours le temps pour intégrer la situation, en fait. Donc c'est pour ça que le travail thérapeutique peut être intéressant, parce que ça permet des fois d'explorer ce genre de situation dans un contexte un petit peu différent, dans lequel on n'est pas obligé de tout de suite fournir une prestation, on n'est pas obligé de résister à l'escalade on va dire, conflictuelle, parce que des fois avec une autre personne, un conjoint, chacun amène sa dynamique et ça fait escalade et ça va très vite dans un crescendo, alors que justement dans le cadre plus sécure d'une relation thérapeutique, étant donné qu'on essaye de voir symboliquement les choses et que l'intérêt est placé sur le patient, donc sur le fonctionnement du patient, donc ça permet de sortir de ces boucles d'escalade, vu que chaque fois on va essayer de regarder plutôt le côté de la réactivité du patient plutôt que la réactivité que le thérapeute pourrait tout à fait avoir et aura aussi peut-être jusqu'à un certain point, mais il saura la reconnaître et essayer de ne pas la projeter sur son patient, en tout cas au maximum, sachant qu'on est toujours des humains. On ne peut pas devenir une machine qui s'abstrait de tout, devient 100% objectif. Mais disons, vu que les deux ont l'intention d'explorer la vie, les fonctionnements du patient, le thérapeute va essayer au maximum de mettre de côté ses besoins personnels. Il le peut, vu qu'on n'est là que pendant 1h30, 2h, 45 minutes, et qu'il y a un contrat clair d'une rétribution. Donc je peux me permettre de mettre mes besoins de côté momentanément pour explorer tout le fonctionnement de l'autre personne. Évidemment, en couple, c'est un peu différent. On ne va pas pouvoir mettre comme ça toujours de côté tous ses besoins personnels, vu qu'on est dans sa vie personnelle, dans laquelle on a aussi ses réactions, etc. Donc ça, c'est tout l'avantage finalement du cadre thérapeutique, c'est que ça permet, dans un cadre symbolique, de pouvoir avoir le temps d'explorer une réactivité qu'on aurait en diminuant les risques d'inflation extérieure et en pouvant du coup, vu qu'il y a peu d'éléments extérieurs à blâmer, il n'y a pas le mauvais vendeur, il n'y a pas Sunrise qui a encore mal fait la connexion Internet, il y a un tas de choses qu'en fait on ne peut pas tellement prendre comme excuse pour éviter son émotion. Donc du coup, on peut regarder son émotion, son fonctionnement de manière beaucoup plus directe. Donc, quand je travaille dans ces séances globales, je dis souvent aux gens que finalement, ce qu'on fait, c'est un ralenti et une loupe grossissante. Donc, comme on est dans un cadre un petit peu ralenti, où quand la personne raconte son histoire, par exemple, on va suivre le rythme et d'un coup, il y a une ambiance émotionnelle qui pointe son nez, on va prendre le temps, en fait, de laisser cette ambiance émotionnelle se déployer et lui laisser un espace
Et là, on va pouvoir vraiment découvrir des choses tout à fait nouvelles qu'on n'avait pas forcément pensé rencontrer à cet endroit-là. Et du coup, on va voir des fois des choses dans une vitesse complètement différente, c'est-à-dire que dans le quotidien, l'émotion, elle va faire... Puis je suis déjà pris et puis je suis déjà tendu parce qu'en fait, j'ai à peine senti arriver qu'elle m'avait déjà saisi et figé. Là, des fois, dans ce cadre, en ayant l'accompagnement du thérapeute, ça permet des fois de d'étendre un petit peu cette temporalité, d'être dans un état de conscience un petit peu plus large et du coup d'avoir des perceptions plus subtiles en fait du phénomène. Aussi avec l'aide extérieure, parce que quand quelqu'un de l'extérieur, il a toujours plus de recul que vous, même si j'ai des résonances avec vous, je serai quand même toujours un peu plus loin, donc j'aurai toujours plus de recul, ce sera toujours plus facile pour moi de voir les choses arriver avant vous. Donc c'est intéressant d'avoir un regard extérieur qui peut nous aider en fait simplement à réaliser les choses un petit peu avant. Ça arrive très souvent que la personne est assise sur son fauteuil et puis elle commence à raconter quelque chose. Et moi je la regarde, ma manière de travailler, je suis assez assis loin, hein. Je suis assis à 2,50 m. L'autre personne est sur le fauteuil, ça semble toujours assez loin au début. Très vite les gens ils apprécient cette distance aussi par rapport à l'intensité qu'il peut y avoir, parce que comme je regarde souvent, dans les séances globales, je regarde les gens dans les yeux, et puis je bouge pas, je scie pas, et je regarde pendant des fois 10, 15, 20 minutes, 30 minutes les personnes dans les yeux. Ça devient assez intense des fois au niveau des ressentis et de l'intimité que ça peut générer. Donc des fois les gens sont contents de cette distance, mais cette distance moi je l'aime aussi parce que ça me permet vraiment de regarder la personne avec tout son paysage en fait. Elle est dans la pièce, la personne prend tout l'espace de la pièce et moi je peux la regarder de très loin. On peut aussi le faire de près, hein. Après c'est aussi des préférences personnelles, on peut aussi être collé à quelqu'un et sentir sa vastitude. Néanmoins, j'aime bien cette distance et du coup, c'est intéressant parce que donc, la personne raconte son histoire et souvent, je commence un petit peu à lever le doigt parce qu'en fait, il y a une ambiance émotionnelle qui se prépare. Vous voyez, c'est un peu comme quand il y a un orage qui vient, on sent que le climat commence à changer. On ne sait pas tout de suite que ça va s'empirer, mais on sent qu'il y a un truc qui change, donc on commence à regarder, puis des fois là on se rend compte, ah oui tiens, il commence à y avoir des nuages noirs ou des choses comme ça. Donc moi c'est la même chose, je suis assis là, en général la personne parle, et d'un coup il commence à y avoir un petit changement dans l'ambiance, la personne ne remarque pas parce qu'elle est prise dans son histoire et dans ses détails techniques et logistiques, donc elle les raconte, et j'essaie de lever le doigt pour essayer de la rendre attentive. C'est toujours assez délicat pour moi de faire ça parce qu'en même temps, il ne faut pas que je la coupe. Parce que si elle s'arrête brusquement de raconter, elle risque de simplement arrêter le processus d'un coup. Un petit peu comme ce que j'expliquais avant, si on arrête d'un coup le processus de parler de quelque chose qu'on vit, et ben tout s'arrête en fait. Et souvent, ça va se refiger à l'intérieur. Donc du coup, c'est délicat d'amener la personne à mettre un petit peu d'attention sur le phénomène plus subtil et émotionnel qui est en train de se passer en elle, mais pas trop pour qu'elle continue à rester en mouvement, en fait. Parce que la clé, c'est finalement d'être en mouvement. Parce que si maintenant elle fait « Ah !», et ben souvent elle va fermer sa perception et son corps à l'émotion. Donc je mets mon petit doigt, après je commence à faire... Est-ce que vous sentez par hasard la pièce autour de vous, ou des fois je fais sentir une épaule, des fois je fais sentir un genou, tout dépend. Ce que je fais moi dans ce cas de figure-là, c'est que j'essaye de redistribuer l'attention de la personne de l'endroit où elle a sa focale, souvent un objet virtuel qui est dans son histoire, sur quelque chose de plus présent ici, dans sa corporalité, ou selon ses capacités perceptives, ou ses facilités, des fois l'espace autour, un corps d'énergie ou autre. Et quand j'arrive à amener cette attention supplémentaire, la personne d'un coup elle va se dire « Oh ah oui c'est vrai, il y a quelque chose ». Et on continue à raconter, des fois je dis « Ah vous sentez là ?» Par exemple, une ambiance un petit peu, puis j'essaie de laisser un petit peu d'ouverture pour que la personne puisse
trouver d'elle-même un petit peu la famille d'émotions de laquelle il s'agit. Et si elle a plus de peine, ben, je vais souvent nommer la grande famille, parce qu'il faut savoir qu'on a des grandes familles d'émotions, tristesse, agressivité, colère, joie, peur. Donc ça, c'est des grandes familles. Et nos émotions, en général, elles ne sont jamais exactement d'une famille. C'est assez rare d'avoir une peur pure, d'avoir une agressivité pure. En général, c'est un petit peu un dégradé de tous ces éléments. Donc, comme par exemple l'abattement, être abattu, c'est un mélange de tristesse et de colère qui sont organisés d'une certaine manière dans laquelle, en fait, la tristesse, elle va étouffer l'action. Mais on pourrait avoir une imbrication inverse dans laquelle, en fait, l'action est un peu plus devant et la tristesse est plus derrière et ça fait autre chose. Je ne peux pas vous décortiquer toutes les émotions comme ça. Mais en tout cas, chaque émotion, elle a sa petite coloration, elle est plutôt de telle ou telle famille ou entre les deux. Et c'est toujours une exploration et un voyage d'aller découvrir en fait quelle est cette émotion-là particulièrement. En général, une fois que ça se précise, ça veut dire qu'on commence à avoir la bonne distance perceptive en fait pour pouvoir ressentir cette émotion. Une bonne distance perceptive, c'est en fait n'être pas trop focalisé sur le corps. Donc trop focalisé sur le corps, c'est quand je suis vraiment mobilisé avec ma concentration sur des parties du corps, mais je peux très bien être trop mobilisé sur l'extérieur. On a des configurations de base, certaines personnes sont beaucoup plus sur l'extérieur, d'autres plus sur l'intérieur. Puis de nouveau, on a tous un mélange assez subtil entre ces deux paramètres. Donc il n'y a pas de stéréotype non plus tout figé et tout classé. Une fois que j'ai la bonne distance, ça veut dire que quelque part, il y a assez d'attention sur mon intérieur du corps et aussi sur l'extérieur. En fait, ça veut dire que je suis suffisamment en lien avec moi-même et aussi avec le monde extérieur. Et une fois que ces deux paramètres, ces deux pôles, en fait, on pourrait dire, ces deux pôles d'un monde duel qui sont moi et puis les autres, et quand ces deux pôles ils commencent à exister, mais ils commencent à avoir une fluctuation entre les deux, c'est ça que moi j'appelle une bonne distance perceptive. C'est l'endroit dans lequel les deux vont passer d'un à l'autre et c'est ça qui va permettre au mouvement de la vie de passer. Parce que finalement, une émotion, c'est rien d'autre qu'une spécialisation de l'énergie vitale qui prend une forme particulière pour s'exprimer à travers le corps dans la matière. Donc, ce jeu-là, il est très important. Alors, dans plein de traditions, on va les nommer yin-yang, anima-animus, on peut leur donner toutes sortes de connotations théoriques. Souvent, on va retrouver dans plein de théories deux pôles. Et ce jeu des deux pôles, finalement, s'il est fluide et équilibré, on pourrait parler d'une non-dualité, c'est-à-dire d'un ensemble, en fait, qui est constitué de particularités, mais qui devient finalement un ensemble. Donc tout ça, c'est que des questions finalement de point de vue, après, parce que les deux pôles existent toujours, et l'unité existe toujours selon ma focale. Je vais voir seulement un des pôles, les deux pôles, ou alors l'ensemble plus les deux pôles. Donc finalement, c'est ça que j'essaye aussi de proposer, c'est cette approche dans laquelle on essaye de regarder le détail de l'émotion, le détail du corps, la structure du corps, la structure émotionnelle, comment ces mouvements peuvent se développer, mais d'essayer de garder cette capacité de se percevoir comme une entité, et dans une entité reliée aussi à l'environnement. L'environnement, à ce moment-là, représenté par moi, dans le cas d'une séance. Donc, aussi la capacité de rester en lien avec moi pendant un processus va pouvoir démontrer finalement la capacité de rester en lien avec la partie de la personne qui est reliée au tout. Si elle n'est pas capable de rester en lien avec moi, ça veut dire que quelque part, elle n'est pas capable d'être en lien avec sa totalité. Parce qu'elle est obligée de m'éliminer, si elle m'élimine, il n'y a plus de totalité. Donc je suis une forme de représentant de l'autre, de la globalité, etc. Et comme ça, la personne peut apprendre en fait à se remettre en rythme et en accord et en synchronicité avec finalement l'autre et la globalité.
questions jusque-là. Je me demandais ce que c'était d'être coupé de quelqu'un, comment on sait si on est coupé ou pas coupé. Bon, alors ça va toujours être, dans le cadre par exemple d'une séance, ça va toujours être évidemment un petit peu subjectif, parce que moi par exemple je pourrais prendre certains critères pour définir si la personne, je trouve qu'elle est en lien avec moi, mais ça pourrait jamais être une vérité, vu que je suis un être humain qui a mes classifications et qui est mon ressenti qui peut être tout à fait faussé par ma vie personnelle et teinté par une sensation de rejet et que je pourrais moi-même créer une forme de coupure. Donc on va dire, on va faire abstraction de ces éléments parce que de toute façon ils sont insolubles, je serai toujours un être humain subjectif. Moi, ce que je vais utiliser comme critère, c'est d'abord mon ressenti, de sentir si je me sens en lien avec la personne ou pas. Et après, il y a un tas d'éléments qui vont me permettre à moi de voir si la personne utilise des stratégies d'évitement, en fait, ou de coupure. Il y a beaucoup d'éléments physiques qu'on peut lister, c'est-à-dire que la personne elle va tout le temps couper le regard et partir dans une direction donnée, ou elle peut simplement partir dans des réflexions, avoir une activité intellectuelle plus soutenue. Il peut y avoir bon, moi je vois aussi des changements dans l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie s'éteint d'un coup, où il n'y a plus de... donc il y a pas mal de critères que moi j'utilise, mais c'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude de les segmenter comme ça, mais en général j'ai pas mal d'éléments que j'utilise et je les verbalise avec la personne en général. Et puis en général je demande un retour aussi à la personne, voir si elle peut être en accord avec cette perception que j'ai de notre lien ou de sa capacité à être en lien ou pas. Parce que de nouveau, c'est un travail basé sur le volontariat. Je vais être relativement suggestif dans mon approche par rapport à d'autres approches thérapeutiques où la personne est beaucoup moins disposée à nommer ses ressentis personnels ou même sa perception. Moi, je dis souvent, est-ce que vous ne vivez pas une tristesse, ou moi j'ai l'impression que vous vivez ça, ou j'ai l'impression que là vous êtes coupé, ou des fois je vais parler en disant j'ai l'impression que je ne me sens pas en lien avec vous. Donc ça, je discute avec la personne pour qu'après elle puisse dire ah non, moi je trouve qu'on est en lien, ou comme ça on peut débattre d'une certaine manière de la situation. Elle peut dire ah mais je trouve que c'est vous qui êtes froid et distant, et puis après on regarde ce qu'on fait avec cette information. Qu'est-ce que vous faites des sentiments plus difficiles, parce que je pense que c'est pas toujours de l'empathie ou de la sympathie. Il peut y avoir peut-être des émotions un peu d'énervement, de colère, voilà. Parce que vous arrivez aussi vous avec votre histoire, avec votre... Qu'est-ce que vous en faites de ça? Vous l'exprimez aussi? Donc moi, quand je suis dans la séance, mes propres ressentis. Pendant la séance, ouais. Vous exprimez des choses. Est-ce que vous exprimez ces choses quand elles sont... J'ai pas envie de dire négatif, oui, non, négatif, tout à fait. Mais c'est un peu plus fort. Oui, si vous dites, si moi par exemple je sentirais un agacement ou de... L'exprimer? Alors, en général, je l'exprime pas verbalement forcément en disant je me sens agacé. Alors, je dois dire, ça m'arrive pas non plus tout le temps. Hein. Donc, ça m'arrive de temps en temps. Il y a certaines personnes avec qui il y a des résonances évidemment fortes. Alors, quand c'est trop fort, je demande à la personne de trouver quelqu'un d'autre. Parce que si c'est régulier et que c'est trop fort, on ne peut rien faire avec ça. C'est trop d'efforts de tout le temps le vivre, faire une supervision et autres. Donc ça m'est arrivé quelques fois dans ma pratique ces 15 dernières années de référer ces personnes à quelqu'un d'autre. Alors il m'est arrivé une fois, peut-être dans un cas particulier, d'avoir un énervement, de m'être énervé avec la personne de manière personnelle, et après de m'être excusé, puis après d'avoir regardé ce que ça a fait, puis d'avoir fait quelque chose finalement de très intégratif pour la personne par rapport à l'autre, à la colère, à comment il est, etc. Donc on peut faire quelque chose avec, mais idéalement ça arrive quand même pas trop.
C'est-à-dire qu'avec la plupart des gens, il y a des émotions, moi je suis assez vide. En fait, il y a des émotions qui sont dans l'air et ce n'est pas les miennes. Alors, il y a quelque chose là, il y a une subtilité qui n'est pas toujours facile à expliquer, mais c'est-à-dire que des fois, je vais laisser une colère me traverser. Mais ce n'est pas une colère personnelle. C'est-à-dire que des fois, la personne est très agressive, elle n'a aucune capacité elle-même de laisser cette agressivité circuler ou s'exprimer. Et il m'arrive que des fois, moi, en fait, je laisse un petit peu cette agressivité me traverser en utilisant un ton un petit peu plus affirmé. C'est-à-dire que, entre guillemets, je pourrais presque engueuler un petit peu quelqu'un, des fois. Où j'élève le ton, je dis maintenant ça suffit de faire comme ça. Et ça, moi, je vois bien la différence chez moi, parce que ça fait quand même pas mal d'années que je pratique et je connais mon corps et mes émotions. Et surtout, je le vois très bien quand c'est vite, parce qu'instantanément, je peux changer. C'est-à-dire que je peux être là, puis être plus dans puis on peut avoir une forme de confrontation avec la personne. Et instantanément, la personne bascule peut-être dans une tristesse ou une vulnérabilité infantile. Et là, je peux d'un coup basculer à une douceur. Et ça montre que je suis vide. Si je ne suis pas vide, je ne peux pas basculer. En fait, je suis là, puis je continue sur ma lancée. Et quand j'ai ça, je sais que si je sens qu'il y a quelque chose qui tourne et qui ne veut pas s'arrêter instantanément, tout de suite, je commence à calmer, à ralentir pour aussi voir justement parce que c'est très important que je puisse rester à la bonne distance avec la personne pour pas la blesser dans ces moments de vulnérabilité, évidemment. Donc ça, dès que je sens qu'il y a un risque, je fais très attention. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a une certaine confiance et une certaine connaissance qui fait que je sens que c'est libre. Quand c'est libre, je laisse circuler. Alors, moi, je travaille avec des gens de manière assez synchrone, c'est-à-dire que je participe beaucoup corporellement à vivre une émotion avec la personne, en fait, dans un but didactique. Donc, il y a beaucoup de gens, ils vont avoir l'émotion, puis moi, en fait, je vais la vivre plus qu'eux, en fait, parce que je suis plus libre, donc je peux plus laisser mon corps, finalement, aller dans tous les recoins de cette émotion. Et ça peut aider les personnes, des fois, comme un effet miroir, de voir comment cette émotion s'organise corporellement chez eux, normalement, mais chez moi, j'ai une grande capacité de mimétisme, et du coup, je mimétise en fait cette émotion, et la personne la voit, et du coup, elle accède souvent à son ressenti, et à part ce ressenti, vu que moi, en plus, j'ai plus de liberté qu'elle a souvent avec cette émotion, elle peut aussi passer un cran plus loin que ce qu'elle a l'habitude. Parce que peut-être une personne est toujours là, puis ça fait là, puis là, elle s'arrête parce qu'elle se sent étouffée, c'est insupportable, et depuis toujours, elle ne supporte pas l'étouffement. Donc, avoir quelqu'un en face qui est là, puis qui va un peu plus loin, puis et ressort, ça peut des fois aider à se rendre compte qu'en fait, c'est pas la fin du monde, qu'en fait, cette fin du monde que la personne pensait être 2 mm plus loin dans son émotion là, en fait, elle l'a déjà intégré, vécu avant par le blocage, en fait. Parce qu'au moment où qu'elle vit tout le temps dans cet état, 2% de moins que celui qu'elle craint, mais tout le temps. Alors que si c'est quelques pourcents de plus, elle va pouvoir aller au bout du sommet puis pouvoir redescendre. Ça, c'est un autre phénomène qu'on rencontre à ce moment-là, qui est souvent assez difficile parce que les gens, ils vont rassembler tout leur courage pour enfin aller un peu plus dans cette tension, de l'intensité de l'émotion. Et le problème, c'est que le pire, c'est le relâcher. Alors souvent, la personne est là, puis après, elle veut lâcher d'un coup, parce que souvent, le pire, c'est au moment où on relâche la tension, parce que c'est là qu'on va la sentir le plus. En fait, au moment où l'émotion vous quitte, où la tension vous quitte, c'est là qu'elle est le plus perceptible. Parce qu'il y a plus de distance, en fait, donc on la voit dans toute sa splendeur. C'est un petit peu comme des fois des relations très difficiles. Au moment où on est dedans, on se bat, on lutte, etc. Puis au moment où on quitte, on se rend compte à quel point c'était vraiment difficile, en fait. Dans le moment, on était tellement occupé à lutter, à se battre, qu'on se rend moins compte. Donc c'est un peu le même phénomène avec l'émotion. Au moment où on est là, mais quand vraiment elle se dissout, là, on sent toutes les finesses, toutes les particularités qu'a chaque émotion. Ça vous a répondu? Oui. Je voulais juste savoir si tu commandes et si tu avertis de ce que tu fais ou si c'est juste spontané, sans le verbaliser. Par exemple, tu vis l'émotion de la personne, tu la
cette année? Ouais, c'est très très variable en fait. Je passe des séances à tout expliquer en détail avant de faire quoi que ce soit. Et puis il y a des gens avec qui je vais directement dans le truc, j'explique rien. Puis des fois je fais un peu les deux, c'est vraiment en fonction de... Moi j'essaye de sentir le rythme et puis de me laisser aller en fait au processus. C'est vrai qu'il y a des gens, ils ont besoin qu'on explique beaucoup, puis il y a des gens, si on explique trop, ils peuvent plus vivre la situation. Donc c'est vrai que c'est assez... Mais c'est fin, c'est un équilibre fin à trouver et ça reste toujours quelque chose qui pour moi me demande une certaine vigilance, quoi, d'essayer de sentir aussi ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut expliquer? Est-ce qu'on peut y aller? Parce qu'aussi, c'est des fois un petit peu étrange. Vous voyez, la personne vient, elle s'assied, puis d'un coup, il y a quelqu'un en face qui commence à faire... Mais en général, ça passe assez bien. Je suis toujours assez surpris parce qu'en fait, finalement, les gens, comme ça les reconnectent à un vécu, ils se sentent très vite, finalement... à quelque part à la maison, parce qu'il y a quelque chose qui résonne en eux avec ça. Parce que c'est vrai que même des fois quand je fais le travail un peu structurel, comme je suis assez corporel, j'utilise beaucoup mon corps comme catalyseur ou aussi comme vecteur de transformation. Bah, c'est vrai que des fois je fais un peu des sons. Donc c'est vrai que ça peut aussi être bizarre, d'un coup derrière quelqu'un fait ou d'autres bien moins flatteur. Donc c'est vrai que oui, je peux faire vraiment des fois des sons, même. Alors c'est vrai que moi je suis assez libre vu que j'ai beaucoup exploré aussi ma propre intimité corporelle, donc je fais ça assez facilement. Et du coup les gens sont aussi plus vite à l'aise. Alors il leur faut souvent pas mal de temps pour oser eux-mêmes des fois faire leur propre son. Hein, ou même leur propre respiration, en fait, c'est là qu'on se rend compte, on est souvent malheureusement très, très timide avec notre propre vécu. En fait. Et même pour une chose, en fait c'est faux ce que je vais dire, même pour une chose aussi simple, la respiration, mais il est vrai qu'une respiration c'est d'une intimité inouïe. Parce que c'est tout un monde, une respiration, on ne se rend pas compte, parce que souvent on est un peu habitué à faire... Mais en fait, une vraie respiration, c'est... C'est tout un paysage, là. Il y a tout un monde de mon vécu personnel qui traverse. Donc, c'est pour ça que, oui, juste respirer, c'est une mauvaise manière de parler. Donc, comme vous avez vu, des fois j'aide les gens aussi à respirer. Donc, des fois aussi, les gens sont assis et puis moi je suis là. Je suis comme un chef d'orchestre, un peu. Voilà, oui, allez. Et du coup, les gens vivent toute une symphonie avec leur respiration, etc. Mais j'essaie de faire la même chose avec les émotions. Alors, il y a un peu plus de résistance aussi avec certaines émotions, évidemment. Donc là aussi, il y a toutes sortes de mécanismes de défense qui vont se révéler. Et du coup, on va aussi prendre un temps pour les explorer un petit peu. C'est-à-dire que quand la personne commence, elle va avoir souvent des stratégies de défense, en fait, qui vont se révéler, qui peuvent être... le fait d'agresser, le fait de changer de sujet, le fait de jouer à faire l'imbécile, le fait de poser une question, le fait de me flatter. Il y a mille possibilités en fait, pour essayer d'éviter le moment d'intimité et de changer de dynamique. En fait. Donc je passe aussi beaucoup de temps à mettre l'accent sur ces petits éléments d'évitement dans la mesure de la capacité de la personne aussi à faire face, parce que c'est pas toujours facile. Il y a certains mécanismes de défense qui sont très très ancrés et finalement qui demandent beaucoup d'énergie à pouvoir confronter et regarder en face. Donc il y a certains mécanismes qui sont plus faciles, d'autres sont beaucoup plus difficiles. Donc il y en a qu'on va mettre beaucoup de temps avant de les regarder, puis il y en a qu'on peut beaucoup plus vite pointer et puis les explorer un peu. Oui. Dans ces mouvements, est-ce que la personne elle participe au mouvement,
comme tu as dit que c'est un dérivé de l'ostéopathie, est-ce qu'il y a un moment des contacts corporels avec la personne? Oui, alors bah oui, ça me peut. Alors justement, j'ai deux types de séances, les structurelles qui sont normalement organisées de telle manière où les personnes viennent et puis elles disent un petit peu leurs problèmes physiques. Et puis du coup, je peux donner des commentaires sur la posture ou l'organisation structurelle du corps. Et puis là, je vais coucher la personne et puis travailler un petit peu comme un ostéopathe avec des mouvements très fins et très doux. Donc ça, c'est la partie structurelle. Dans la partie globale, dans les séances globales, là c'est un petit peu plus variable parce que justement on peut à la fois être assis tout le temps face à face et qu'il n'y a jamais de contact. Et puis quand tout peut se passer à travers le regard et l'expérience perceptive, ou alors des fois je vais venir toucher une épaule. Aussi souvent j'aide les personnes à se mettre un peu plus dans la forme de leur contraction corporelle, soit pour retrouver l'émotion, soit juste pour apprendre en fait à explorer une tension. Donc là, des fois, en effet, je vais aller toucher la personne sur le siège, ou des fois, même dans les séances globales, on va faire un travail un petit peu couché, c'est plus rare. Et sinon, des fois, la personne, elle va elle-même imiter les gestes que je fais spontanément, disons souvent. C'est toi qui lui demandes de faire. Je ne demande pas forcément, en fait, justement, je ne peux pas tellement tout expliquer et décrire parce que souvent les processus sont en route. Donc à un moment, il y a la vague d'énergie qui est en train de se passer, soit l'émotion elle monte et descend, je ne peux pas faire en fait là il y a une émotion et puis on va faire ci ou ça. C'est un petit peu comme si on était à la chasse et puis à un moment il y a le gibier, alors on essaye de chasser le gibier le plus possible, puis au moment où le gibier il est parti parce que l'autre s'est appuyé sur une branche sèche, puis ça a craqué, et puis tout est parti, ben là on explique, vous voyez, là il y a des branches sèches, si on fait ci. Donc je fais aussi beaucoup ça, où chaque fois qu'il y a la chance d'avoir en fait une émotion ou un mouvement d'énergie vitale qui commence à se déployer, ben je la saisis. À essayer de la surfer au maximum, j'essaie de trouver la manière de guider la personne en mettant soit pas trop de mots, soit assez de mots et de l'aider à elle aussi trouver le bon rythme. Et puis dès que c'est fini, en général, j'explique sur ce qui s'est passé avant. Donc je passe beaucoup de temps en fait à expliquer la seconde d'avant et puis... Mais par exemple, quand tu as mimé la respiration, personne respire comme tu l'as mimé. La personne qui est en train de parler d'une émotion peut-être triste en face de toi, comment tout d'un coup elle réagit quand elle te voit te mettre en mouvement? Oui, alors en général mes mouvements sont, enfin j'espère en tout cas relativement calibrés à la capacité de la personne à me suivre. Je ne vais pas prendre une piste noire quand la personne vient j'espère en tout cas j'essaye de le faire. Alors ce qui se passe très souvent, c'est que surtout dans les émotions plus fines, on va commencer doucement en fait. Puis là, je vérifie si la personne est avec moi ou pas en fait. Donc ça aussi, moi je suis tout le temps un peu en train de jauger, est-ce que la personne est encore avec moi, on est encore en lien ou pas. Donc des fois, si je vois qu'elle peut un peu plus, je l'aide un petit peu, des fois je vais faire... Et puis elle va faire ce qu'elle peut, et des fois on s'arrête, quand je vois qu'il n'y a pas de résonance, bah, soit on reprend la discussion, ou... Il y a toujours moyen après de repartir ailleurs. Moi j'essaye, disons, mon ambition c'est toujours d'essayer au maximum respecter l'énergie du moment et puis pour aider au maximum la personne à aller au maximum de son potentiel du moment. Après, moi des fois je fais des erreurs, des fois je dis un mot de trop, des fois je dis un mot de pas assez. Moi-même, je vais trop vite, la personne va trop vite. Enfin, en fait, c'est un miracle d'arriver à suivre le rythme d'une émotion. Il faut juste le savoir. En fait, c'est des miracles qui arrivent pas très souvent, en fait. Donc, il faut accepter les tentatives avortées. C'est un peu comme quand on fait l'amour. Finalement, c'est toujours un miracle si on arrive à être toujours synchrone dans un rythme et finir dans un magnifique crescendo et un finale ensemble. Ça arrive. C'est pas ça finalement la beauté. La beauté c'est le jeu. C'est comme quand on danse avec quelqu'un, c'est pas d'avoir réussi toutes les figures qui est important, c'est finalement d'avoir pu avoir un lien dans lequel en fait on a pu jouer avec les erreurs, les réussites, etc. Donc c'est toujours ça le but, c'est un petit peu de... Il n'y a pas de bonne et de mauvaise séance du coup en fait, vu que chaque fois il y a
Enfin, on va dire pour moi, la bonne séance, c'est celle où on a réussi à maintenir le lien, en fait, le plus possible. Alors du coup, bah, c'est ce que pour moi, quand il y a du lien, il y a de l'énergie, quoi. En fait, dans ma perception à moi, il y a de l'énergie dans la pièce, il y a une densité pour moi. Et il se trouve que beaucoup de gens, quand ils sont dans mes séances, ils voient d'un coup l'énergie, en fait. D'ailleurs, souvent, ils sont un peu là. Je suis là, oui, ce que vous voyez, c'est mon aura. Puis après, j'explique un peu. Mais des fois, ils sont là, mais j'essaie de revenir au mouvement, mais bon, ça aussi, c'est toujours un peu délicat parce qu'on peut facilement être piégé dans ses perceptions. Alors c'est sûr que les perceptions d'énergie, c'est intéressant parce que ça ouvre à quelque chose de plus grand, mais on peut très bien en fait se fixer de nouveau sur des trucs très flamboyants qu'on peut avoir avec des perceptions et qui nous sortent du mouvement aussi. La clé, c'est vraiment le mouvement, en fait. D'où l'idée du rythme au début. Assez peu, en fait. Ouais, c'est vrai que j'ai une immense foi dans mes ressentis. Alors, bien sûr, dans ma vie personnelle, c'est un petit peu différent. Je suis beaucoup plus pris par mes affects et par mes objectifs et mes intentions, etc. Donc, là, oui, je fais plus facilement des grandes erreurs, on va dire. Après, je ne suis pas objectif. Peut-être que les patients pourraient dire que j'en fais tout le temps dans la séance. Mais disons, ce que je peux dire, j'ai un marqueur quand même qui, moi, me permet de voir, c'est que, en fait, moi, j'ai jamais appris, par exemple, à craquer un poignet ou une quelconque partie du corps. Néanmoins, très souvent, j'ai senti que maintenant, il fallait lever le coude comme ça, faire comme ci, puis tirer sur le pouce là, puis ça fait clac. Donc j'ai des retours, on va dire, physiologiques fréquents sur le fait que j'ai eu un bon ressenti. Et c'est vrai que j'ai jamais eu peur de casser le poignet de quelqu'un, même si des fois on pourrait dire que la personne, en tout cas, elle a eu peur que je lui casse le poignet, mais pas moi. Mais donc oui, j'ai jamais rien cassé, en fait. Mais j'ai fait des Mais c'est vrai que ça demande une vigilance totale. Et si je ne l'ai pas, je ne vais pas aussi loin. Enfin, quand je sens que j'ai la capacité d'y aller, j'y vais. Je ne vais pas non plus faire quelque chose dont je ne sens pas que j'ai la pleine attention. Mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de pratiques dans ma vie dans lesquelles, en fait, justement, on peut se donner finalement à cette notion de sans peur et de son intention. Et se rendre compte qu'en fait, moins on participe, plus on arrive à se laisser aller dans la confiance, plus ça va se passer de manière organisée. Je me suis beaucoup fait des massages avec des gens dans lesquels on échange de posture un petit peu comme ça, dans tous les sens. Et là aussi, laissant le corps faire les mouvements, ça fait des choses incroyables. D'un coup, si la personne pèse 60 kilos, on fait comme ça, et puis en fait on la retourne, et puis elle est comme ça, alors qu'en fait, si on avait abordé la problématique avec le mental, on serait dit « Ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, c'est lourd. » Alors qu'en fait, quand on fait la bonne chose au bon endroit, ça prend aucune énergie. Alors ça, c'est dans un cadre dans lequel l'idée, c'est de soutenir la personne, de pouvoir la bouger sans jamais la laisser tomber. Maintenant, on pourrait prendre l'inversé, puis dire dans l'aspect martial des choses, si on s'intéresse aux arts martiaux, c'est la même chose, sauf que c'est le contraire. Le contraire, si on veut bien sûr éliminer l'opposant, mais dans la réalité, dans les arts martiaux aussi, on va éviter à la personne de se blesser, en principe. Si on pratique pour la beauté de l'art, on va plutôt chercher cette finalité.
Donc c'est finalement la même, parce qu'on du coup on ne va pas chercher à gagner, mais on va chercher en fait à sauver la personne d'elle-même. D'elle-même, c'est quoi? Elle est arrivée, elle a donné son coup, elle est sortie de son axe, donc elle est déjà perdue. En fait, si la personne elle a fait ça, ben nous on va essayer d'accompagner son truc et de la déposer pour pas qu'elle s'abîme la tête au sol. Donc il y a la même notion finalement, mais si on a besoin, parce que l'autre c'est un psychopathe fini et puis il va de toute façon tuer tout le reste, des gens qui sont dans la salle parce qu'il en a déjà tué 3, mais dans ce cas-là on sait que c'est plus possible, donc là en fait on le termine dans son corps. Donc on peut avoir les deux possibilités. Maintenant, dans l'idéal, on n'arrive pas à ce point-là. C'est ça. Sans dégâts, propre. Enfin, je n'ai jamais essayé cette possibilité-là. Il y a peu de volontaires à notre époque. Bien, s'il y a d'autres questions. Là, tu as parlé des séances. Comment tu ferais pour un stage? Alors, dans mes stages, c'est un peu la même chose, sauf que c'est en plus grand. Dans le sens que ce qui est intéressant dans les stages, justement, qui est impossible à faire dans l'individuel, c'est qu'on peut rajouter la notion de groupe, en fait. Parce que finalement, on ne peut pas fonctionner en tant qu'individu uniquement, on est des êtres sociaux et groupaux, donc on a besoin de vivre dans le groupe. Donc dans le travail, dans les stages, on peut aussi rajouter ce rythme-là dans l'équation. Donc l'enjeu, il se déplace un petit peu, parce que dans la séance individuelle, c'est vraiment le lien interpersonnel, on va dire, qui va être le point d'appui. Dans le travail du stage, le point d'appui, c'est vraiment le groupe. Et du coup, la grande clé, on va dire, dans ce travail-là, c'est de trouver un rythme individuel qui puisse être respecté dans un rythme de groupe qui puisse être respecté. Et c'est ça, en fait, la grande difficulté du coup qu'on a en général, je pense, en tant qu'humain, c'est d'arriver à trouver notre rythme personnel dans le rythme du groupe. Parce que c'est très vite qu'on bascule d'un à l'autre. Je trouvais intéressant quand je travaillais en Chine, vu leur système familial ou autre qui ressemble aussi un petit peu plus, on va dire, à ce qu'on a dans les pays du Sud, chez nous, en Italie, ou comme ça, où c'est très familial, avec une forte pression clanique, on va dire, sur l'individu. Ce qui était intéressant, c'est que là-bas, il fallait vraiment travailler avec les gens sur l'individualité. Ils avaient beaucoup de difficultés à pouvoir s'affirmer en tant qu'individu, prendre une position personnelle, faire des choix personnels, et prendre le risque d'exister en tant qu'individualité. Alors qu'ils avaient pas mal de facilité, d'une certaine manière, à sentir qu'ils étaient dans un groupe. Alors après, le problème, quand on est dans un groupe sans être un individu, le problème, c'est qu'on est fusionné au groupe. Donc c'est pas vraiment non plus ce qu'on cherche dans l'absolu, en tout cas à mon sens. Alors que les Occidentaux, on est souvent très bien individualisés, mais on a perdu beaucoup cette notion de groupe dans le processus. Donc du coup, finalement, ce que j'ai fini par faire, parce qu'au début j'avais un groupe j'avais des expatriés là-bas et des Chinois, donc je finis par faire, au début je faisais le groupe ensemble, puis après des fois l'écart était tellement grand entre en fait les Chinois et les Occidentaux sur certaines problématiques que c'était pas plus le problème de langue, c'était pas facile, donc je les ai finalement séparés et je faisais des Chinois avec des Chinois puis des Occidentaux avec des Occidentaux. Et du coup, là on pouvait vraiment travailler les problématiques du coup qui étaient vraiment importantes pour chacun. Donc ce que j'essaye de faire dans ce travail de groupe, c'est vraiment aider la personne à se réaliser en tant que rythme individuel et puis apprendre à sentir comment elle peut s'intégrer dans le groupe et dans le mouvement du groupe. Alors comment ça se passe pratiquement?
en général, on parle, on discute, d'un coup la personne parle de quelque chose, il y a son rythme personnel qui se déploie, comme je dis avant, ça peut être par une histoire, par une émotion, par un mécanisme de défense, et j'essaie d'aider la personne à en prendre conscience, et là, je vais essayer de l'aider à calquer son rythme, dans le sens à rester avec son phénomène personnel, mais en fait, à petit, lui faire aussi prendre conscience du groupe, et de s'intégrer aussi dans la dynamique de groupe. Si je prends un exemple, des fois il y a des gens par exemple qui prennent aucune place dans le groupe, ou il y en a d'autres qui prennent toute la place. Donc quand quelqu'un prend toute la place parce que son ambiance personnelle, son histoire va se déployer dans le fait de prendre toute la place et d'un petit peu écraser le groupe dans le processus, je vais aider la personne à juste freiner un tout petit peu son processus à elle, et puis apprendre à réaliser le groupe autour, ce qui va en fait diffuser sa propre énergie dans l'énergie du groupe. Donc elle va moins avoir ce besoin compulsif d'avoir beaucoup de place, parce qu'en fait d'un coup elle va se sentir intégrée. Et quelqu'un qui ne participe pas, c'est la même chose, il va falloir l'aider un petit peu à quand même devoir aussi affirmer sa position dans le groupe. Alors après ça c'est une des choses que je fais, après d'autres ça va être des exercices, comme avant je parlais d'arts martiaux, ça peut être de faire des exercices à deux pour apprendre à sentir comment... accompagner un mouvement, l'accompagner jusqu'au sol, ou un tas de choses comme ça, en fait, apprendre à sentir un exercice qu'on peut faire à deux. Des fois c'est juste qu'une personne fasse comme si elle donne un coup de poing, très lentement, et puis l'autre, au lieu de tout de suite vouloir se défendre et partir, elle apprend à déjà sentir la caresse qui lui arrive dessus, et quand il y a la caresse, elle sent qu'il y a une direction, elle l'accompagne, et là elle se rend compte qu'en fait elle est en train de tirer la personne vers le sol. Donc ça, c'est des petites choses qu'on peut explorer du coup de manière très tactile avec d'autres partenaires disposés à faire don de leur corps pour l'expérience. Et oui, je pense que c'est surtout ça. Puis après aussi apprendre à sentir un petit peu le mouvement du groupe. En général, il y a aussi des moments où le groupe a beaucoup d'énergie, où il y en a moins, et puis du coup je nomme des fois aussi ma perception du groupe en fait, dans ces stages-là. Ça permet de nouveau, ce que j'utilise aussi beaucoup dans les séances individuelles, c'est toujours donner en fait un point de repère extérieur en fait. C'est pour ça aussi que je n'ai pas peur d'être très affirmatif des fois dans mes séances, comme dire moi je trouve que vous avez l'air triste. Je n'ai pas peur d'affirmer ça parce que pour moi, ça va donner un point de repère à l'autre pour être d'accord ou pas d'accord. L'important, ce n'est pas qu'elle prenne ma vision, c'est qu'elle s'appuie sur la mienne pour sentir quelle est sa position à elle. Donc à un moment, elle pourra sentir « Ah non, je ne suis pas d'accord, je me sens très très bien, je suis très heureuse. » Ben voilà, c'est bien. Tant mieux, comme ça, elle a trouvé sa position. Donc moi, j'utilise beaucoup le fait d'offrir un positionnement et un point de vue pour que les autres puissent s'articuler autour. Et donc ça, je le fais dans la séance individuelle comme ça avec chaque personne, mais dans le groupe, j'essaie de nommer la position du groupe, selon mes perceptions. Les personnes elles-mêmes s'expriment de leur ressenti en groupe. J'ai pas bien compris. Dans un travail de groupe, les personnes, chaque individu, ensuite s'exprime sur ce qu'il a ressenti. Ouais, souvent je fais ça, par exemple, on va dire... il y a une personne qui parle quelque chose, on commence, qui dit quelque chose sur elle, puis si par exemple on approfondit le travail, puis je travaille un peu avec elle, au moment où c'est fini, je propose aux autres en fait de parler un petit peu de comment eux ils ont vécu les choses, et ça permet déjà à la personne aussi d'avoir un retour du groupe sur elle-même, et c'est très intéressant parce que la personne, elle va se rendre compte des fois en fait d'un tas de choses qu'elle n'aurait pas validées autrement. Puis alors, c'est sûr que si moi je le valide c'est bien, mais c'est pas du tout la même chose. Si par exemple moi je dis ah je trouve que vous avez l'air beaucoup plus rayonnant là par exemple, donc la personne va trouver que je suis peut-être positiviste, donc j'essaie de lui remonter le moral, mais quand tout le groupe d'un coup dit ah c'est incroyable, avant tu étais tellement en retrait, puis maintenant tu as l'air tellement disponible et joyeuse, ça fait vraiment un gros effet aussi de miroir. Et aussi, ça permet justement à d'autres de vivre des fois des choses qui sont très très proches. Et si moi je les adresse de manière directe, ça peut être très frontal. Et ça peut rendre très difficile des fois de sentir l'ensemble du mouvement vu que c'est un peu proche. Et des fois, comme il y a toujours des résonances dans les groupes, d'avoir quelqu'un d'autre qui vit quelque chose de proche, de similaire, ça aide des fois de prendre la vague de manière un peu plus latérale. Donc
on peut mieux sentir le mouvement que quand elle nous arrive de plein fouet. Donc ça, c'est des éléments qui sont très intéressants dans le travail de groupe. Ça répond à la question. Est-ce que vous travaillez aussi avec les enfants? Moi, je travaille assez peu avec les enfants. Je n'ai pas une grande affinité avec les enfants. Enfin, j'ai pas beaucoup de plaisir à interagir, disons, avec les enfants. Alors, je le fais quand même de temps en temps parce que on me demande assez souvent, en fait. Après, moi, j'ai quand même une idée que l'enfant, on peut bien sûr le soutenir, mais que jusqu'à un certain point, parce qu'il vit quand même dans l'ambiance familiale. Et puis, tant que l'ambiance familiale reste la même, il vivra là-dedans. Donc, ça n'empêche pas de le soutenir. Hein. Je trouve bien aussi qu'on fasse des choses pour les soutenir. Mais à un moment, ça a une limite, et du coup, aussi, ça touche quelque chose qui n'est pas ma passion. Moi, ma passion, c'est justement d'apprendre à se différencier, et de trouver sa place dans le groupe, etc. Alors que l'enfant, il est en train de s'associer. Donc, pas d'apprendre à se différencier, il est en train d'apprendre à rentrer quelque part. L'enfant, il est en train d'apprendre à rentrer dans la matière, à rentrer dans la structure, à s'identifier à son corps, à sa personnalité, à lui-même, etc. Donc, moi, je suis plus passionné par le fait d'apprendre petit à petit à se désidentifier, tout en apprenant à connaître en fait ces structures de manière très intime. Donc c'est pour ça aussi que j'ai moins de plaisir à travailler avec les enfants. Alors peut-être est-ce qu'avec les adolescents? Alors en fait, j'ai eu un adolescent, par exemple, que j'avais suivi de 11 ans à 18 ans. Il venait toutes les 2 semaines. Donc avec les enfants, je travaille en fait structurellement. Je travaille sur le corps physique en fait. Et puis de temps en temps, s'il y a une émotion, quelque chose de très, très présent, j'offre un espace pour qu'ils puissent éventuellement parler, parce que peut-être avec certains parents, ils ont de la difficulté. Mais je ne mets pas du tout l'accent sur ce côté-là. C'est vraiment, je détends le corps, et puis je les aide un petit peu à avoir un moment où ils peuvent parler ou pas. Par exemple, cet adolescent que j'ai suivi longtemps, il n'a presque jamais rien dit, mais 1 ou 2 fois, il a dit que vraiment, là, il sentait beaucoup de pression de sa mère aussi, ou ça, et ça l'a beaucoup aidé, je pense. Je pense qu'il a aussi été très précieux pour lui, ce moment où il a eu 18 ans. Moi, je l'ai accueilli comme étant maintenant un adulte, et comme il n'avait pas de rapport avec son père, il n'a pas vraiment eu, je pense, ce palier. Et je pense que ça lui est resté, parce qu'après il a arrêté de venir, du coup je lui ai dit ça y est, maintenant tu es adulte, voilà. Puis il est parti dans sa vie, puis il est revenu une fois il n'y a pas très longtemps, juste pour revenir faire une fois une soirée. Donc oui, j'en ai eu pas mal de tous les âges, bébé, etc. Mais je fais toujours le travail physique, du coup, justement. Oui. Dans ta pratique actuelle, tu décrirais comment le processus de guérison, en fait? Est-ce que tu arriverais à être un peu plus spécifique ou... Tu as dit que les gens venaient pour des problèmes physiques, douleurs physiques. Comme vous êtes quand même à distance, que la personne s'exprime, qu'il y a contact corporel ou pas, j'essaie de comprendre comment se passe en fait le processus vers un mieux-être ou vers la guérison. Du coup, un mieux-être physique ou global ou un peu tout? Je sais pas, je te laisse. D'accord. C'est vrai que pour moi, le plus important, je dirais, ou ce que moi j'appelle un mieux-être, c'est d'avoir plus de conscience et d'être conscient de son être dans sa globalité. Donc c'est ça pour moi qui est toujours le plus important. Mais je sais que la plupart des gens ont des priorités différentes. Il y a des gens, la priorité c'est la guérison de leur coude, par exemple, ou d'autres c'est le fait qu'ils vivent plus une sensation d'abandon. Et puis, donc on a toutes sortes de priorités. Alors moi j'essaie toujours de garder en tâche de fond que ma priorité c'est que la personne soit consciente d'elle-même et puis qu'elle se sente dans toutes ses couches et dans sa globalité. Après j'essaie aussi d'adresser évidemment les problématiques dans les différents plans. Après, pour moi, le processus de guérison, c'est qu'en fait, souvent au moment où on se désidentifie en fait, d'une problématique, il commence à y avoir un mouvement et quelque chose va commencer à se guérir. Par exemple, si on prend un problème physique,
Le problème du corps physique, le plus souvent, c'est pas tellement que lui, il ne sait pas s'organiser et puis il ne sait pas trouver un équilibre. C'est qu'en fait, il est habité par quelqu'un qui lui impose constamment un environnement perceptif focalisé sur un objectif. Donc, cette focalisation et cet objectif l'empêche finalement de se déployer dans son espace et de s'organiser. Je vais prendre un exemple, parce que peut-être ça ne vous semble pas très concret, mais si maintenant je suis en train d'être obsédé par un objet qui soit virtuel ou physique, vous voyez, ma perception est focalisée. Qu'est-ce qui se passe avec mon corps? Mon corps, il suit. En fait, mon corps, il suit gentiment notre perception, tout le temps. Donc, le plus gros problème, souvent, c'est notre focale perceptive. Donc, quand j'arrive à aider à assouplir un petit peu la perception de la personne, la guérison, elle va s'en suivre physiquement assez rapidement. Le plus dur, souvent, c'est de maintenir une perception large et flottante. Mais très vite, le corps, c'est incroyable, et beaucoup de gens l'expérimentent dans les séances, que des fois, ils sont comme ça, ils ont mal partout, ils ont mal à la tête, ils ont mal à l'épaule, et puis ils sont pas confortables émotionnellement, et puis je suis avec eux, je vais avec là, je leur fais sentir comme ils sont dans ce carcan perceptif. Des fois, d'un coup, ils réalisent, ils sentent un petit peu les bords de leur perception. Du coup, la perception se remet en mouvement parce qu'elle est plus contrôlée, et elle se libère, et en se libérant, d'un coup, le corps, il va faire et puis il se déploie tout de suite dans l'espace qu'on lui offre. Donc, il peut avoir lieu, et beaucoup de gens sont surpris parce qu'ils viennent, ils sont bloqués du dos, et puis des fois, je ne fais rien sur leur dos, on est juste assis face à face, on se regarde dans les yeux, je leur fais sentir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de sentir. Et après, il se lève et c'est bizarre, mon dos, il est plus bloqué. Alors, d'autres fois, le dos reste bloqué très longtemps. Hein. Je ne vous promets pas l'élixir miracle. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Oui, je comprends. C'est un processus qui va vers plus de conscience et qui met un mouvement conscient à l'intérieur. Sinon, pour le côté plus physique, vraiment, souvent, c'est vraiment aller au bout des tensions, en fait, qui va aider à... C'est terminer un mouvement. En fait, corporellement, c'est très, très important de terminer les mouvements, en fait. Et c'est quelque chose qu'on fait presque jamais. Donc, le corps, il est saturé de déchets, de mouvements, en fait, qui ne sont pas finis. Ça, on le voit très bien. Si maintenant, vous faites bouger quelqu'un spontanément et librement, les premiers mouvements qu'il va faire, ils sont rarement très harmonieux, en fait, du point de vue de la structure corporelle. Ils ne vont pas suivre des axes très naturels. Pourquoi? Parce que d'abord, le corps va essayer de terminer des tas de morceaux de mouvements pas finis. Parce qu'en fait, le corps, quand il est équilibré autour d'un axe, on a un seul axe entre le sol et le ciel, et les mouvements, ils s'organisent autour de cet axe-là. Il n'y a pas à se rouler par terre, normalement, pour que le corps soit équilibré. Mais il se trouve que quand on a des mouvements qui sont non terminés, ben souvent, on va rentrer dans des axes désaxés, en fait. Donc, souvent, les premières choses qu'on rencontre, c'est ce genre de mouvement pas fini. Comment tu amènes la personne à terminer son mouvement ou ses mouvements? Justement, bah, souvent, par exemple, là, je l'aide soit visuellement, je lui montre, et puis je lui montre comment aller plus au bout. Souvent, je montre les axes aux gens. Je passe beaucoup de temps à essayer de faire comprendre à la personne quel est l'axe exact du mouvement, comment elle peut aller plus loin, puis qu'elle apprenne elle-même à les sentir. Ou des fois, je vais moi, puis je mets un peu les épaules comme ça. Et puis du coup, la personne se dit « Ah ouais !» Et puis du coup, je l'aide à aller un peu plus loin, puis à revenir justement en la contenant pour qu'elle fasse le mouvement correct. Et après aussi, des fois, je passe beaucoup de temps, des fois, à aider une personne à apprendre à se lever, à s'asseoir, marcher, choses. En fait, finalement, je fais un travail assez basique, respirer, marcher, se lever, s'asseoir. Par exemple, se lever. La plupart des gens, ils se lèvent comme ça. Là, il y a beaucoup de mouvements pas finis, il y a beaucoup de mouvements qui n'ont pas été respectés. Normalement, quand je m'assieds, je me lève, je me réassieds. Enfin, quand on suit, il y a vraiment ce... Puis si on suit ces mouvements, en fait, on suit les articulations. En fait,
Alors on ne se lève jamais de la même manière. Par exemple, là, je vais m'asseoir, si je grossis, j'exagère, je vais m'asseoir comme ça. Mais à un autre moment, peut-être que je suis là, et puis je suis comme ça, puis en fait, je m'assieds comme ça. Donc c'est pour ça qu'on peut passer beaucoup de temps à se lever et à s'asseoir. J'ai pas mal de gens qui sont professionnels de danse ou de toutes sortes de choses corporelles et ils sont toujours assez déprimés de se dire qu'ils n'arrivent pas à s'asseoir ou se lever. Justement, si on s'assied, par exemple, vous voyez, là en fait le mouvement il a pu ressortir en fait. Pourquoi? Parce que je le laisse finir. Ça, un petit truc très simple qu'on peut faire chez soi, juste s'asseoir sur la chaise et puis doucement, en finesse, il ne faut pas vous jeter trop fort en arrière, mais juste d'essayer de se dire, ah ouais, tiens, mon corps il irait jusque là, puis il revient. Vous pouvez imaginer ça comme une balançoire en fait. Le mouvement d'énergie il précède le mouvement du corps, donc si on arrive à suivre le mouvement d'énergie, on va pouvoir laisser le corps se déployer dedans. Donc, mouvement d'énergie, la balançoire elle continue. Mon corps s'arrête là parce qu'il y a une limite structurelle. À un moment, le mouvement de la balançoire d'énergie revient, prend mon corps avec, il s'arrête, limite structurelle, la balançoire continue, elle revient, je la reprends. Et en fait, il y a des balançoires qui nous traversent comme ça, tout le temps, puis après, on les prend. Si je veux me lever, je me lève. Je veux me rasseoir, je me rester. Et ça, c'est parce que je prends les balançoires. Et après, une fois qu'on commence à avoir un peu plus de maîtrise dans ces éléments, on peut prendre les balançoires des gens. Même très finement, on peut les accompagner à suivre ces mouvements et les exprimer. Donc les séances d'ostéopathie, elles se passent toujours dans l'action ou bien, c'est-à-dire assis ou dans le mouvement? C'est pas comme chez un ostéopathe sur une table de massage. Alors bon, là, la plupart des choses que j'ai décrites, c'est qu'il y a quand même beaucoup qui sont dans les séances globales, qui sont où il y a aussi de l'ostéopathie un petit peu dedans, mais c'est vraiment cette recherche d'exploration et de se connaître dans toutes ces facettes justement. Dans les séances structurelles, donc plus axées sur le corps physique, là il y a quand même il y a toujours du mouvement, mais pas autant que ça quand même toujours. Des fois la personne reste couchée, donc je lui tiens le crâne, je bouge un petit peu avec elle, etc. Mais c'est vrai que des fois je bouge la personne, je la roule sur le côté ou je lui fais faire un mouvement des fois plus grand. Ça se fait à même le sol ou... Oui, moi je travaille au sol, justement, je n'aime pas du tout travailler sur les tables parce que le problème de la table c'est qu'en fait vous êtes comme ça. Puis là, en fait, on n'a plus accès à son centre de gravité en étant toujours comme ça. Enfin, on peut, hein, parce que j'ai aussi travaillé longtemps, mais justement, si on veut être un peu plus dynamique, c'est plus difficile. Il faut grimper sur la table. Mais on peut très bien, dans le sens, si on est plus calme et puis on fait un travail comme ça, on peut avoir un très bel axe, etc. Mais ça fait qu'on peut moins aller loin dans les extrêmes en fait, des mouvements. Comme moi, justement, j'accompagne beaucoup la structure avec le mouvement d'énergie, donc c'est vrai que des fois je vais assez loin dans l'extrême corporel. Et puis pour moi, du coup, c'est beaucoup plus confortable parce que du coup, chaque fois, si je pratique, à chaque mouvement, j'accompagne. C'est comme ça aussi que j'ai pu acquérir cette conscience plus précise de tous ces axes, parce que je les ai pratiqués des heures et des heures et des heures toute la journée. Merci. Avec chaque personne.
Oui. Je trouve que ton approche est très 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 originale. Est-ce que tu comptes l'enseigner? On va déjà demander une ou deux fois. C'est possible. C'est pas dans l'immédiat tout de suite, mais c'est fort probable, oui, dans le futur. Je suis pas encore prêt à la modéliser. Je trouve assez difficile des fois d'en faire quelque chose comment je dirais, de compactable. Mais ça va déjà beaucoup mieux qu'il y a 3-4 ans. Le processus aussi de faire les conférences, ça m'a beaucoup aidé à... Et tes conférences, on les trouve en ligne quelque part? Il y en a une qui est en ligne, ouais, qui était une que j'ai fait il y a quelques années à Lausanne, je crois, 2-3 ans. Et puis celle-là, je pense qu'on la retrouvera aussi. En tout cas des morceaux, mais peut-être tout aussi. En tout cas, il y en a une de 1h30, où c'est encore un peu différent parce que du coup, justement, c'est un peu plus structuré, donc je parle plus d'autres méthodes aussi. Donc ça peut être un peu différent que ce soit. Il y a aussi une vidéo, si jamais, sur mon site où j'essaie de montrer comment justement vivre une émotion, l'énergie d'une émotion, monter, descendre, et comment une fois qu'on suit en fait ce mouvement d'énergie de l'émotion, puis on reste pas accroché, puis qu'on la laisse terminer, ça potentialise l'énergie de l'émotion en fait pour en faire une action après, totalement libre de l'émotion. Très souvent, le problème c'est que en fait, l'émotion va générer une énergie, puis on va utiliser l'énergie spécialisée de l'émotion pour faire une action. Par exemple, quelqu'un m'agresse, je vais utiliser cette agressivité pour tout de suite faire l'action. Alors ça, c'est dommage parce que c'est au climax en fait, du mouvement d'énergie, c'est là qu'il y a le moins d'énergie en fait, en réalité. Et puis c'est là que l'action elle est vraiment spécialisée et qu'elle peut très mal correspondre à l'environnement. Parce que justement, ça peut être lié à ma propre saturation, donc je vais peut-être insulter quelqu'un, alors qu'en fait, lui, son déclencheur était minime et ma saturation était maximale, et du coup, je lui crache ça dessus, et c'est pas très approprié. Si j'arrive à suivre, donc par exemple, ce mouvement, il monte, j'arrive à monter sans tout de suite là vouloir l'expulser parce qu'il m'est inconfortable, souvent ça va redescendre, et quand ça redescend, avant ça va se diffuser, et après ça va se regrouper. Et là, en fait, j'ai le plein potentiel d'énergie disponible et puis je peux lui donner toutes les formes en fait, d'expression. Ça peut être de nouveau quelque chose de puissant et d'agressif, mais ça peut aussi être quelque chose d'extrêmement doux ou ça peut être rien. En fait, l'énergie d'un coup, elle est vraiment potentialisée et libre d'intention. Et puis après, l'intention, elle va être générée en général. Si on est bien connecté, elle va être générée par le besoin de l'environnement. C'est plus une expression personnelle, ça va être une expression personnelle de mes compétences et de mes caractéristiques personnelles, mais insérée en fait dans la dynamique du groupe et des autres. Et du coup, je vais pleinement prendre ma place en exprimant tout ce que je sais, toutes les connaissances que j'ai, toutes les compétences que je peux faire valoir, et au service finalement du groupe. C'est dans le meilleur des cas. Évidemment, ça n'arrive pas tout le temps non plus. Voilà. Merci. Bien, ça me semble pas mal comme fin. Bien, merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment un plaisir pour moi de vous recevoir dans ma nouvelle et belle salle. Puis, j'espère vous y retrouver bientôt. Donc, je recommence justement à travailler pleinement, parce que j'étais un peu en pause pour travaux, donc je offre justement les séances individuelles, structurelles et globales, et il y aura un stage dans 2 semaines, corps, énergie, alignement, qui est un peu ce que j'ai expliqué durant la soirée. Et il y aura aussi des soirées, déjà il y a le concert que je donne dimanche de Hang, une autre manière d'explorer et de démontrer certains de ces principes que j'ai évoqués. Et je ferai par la suite aussi des soirées de méditation avec le Hang et le Gubal. Ici, je compte bien aussi faire un petit peu des exercices dérivés des arts martiaux, comme le pousser des mains, etc. Pour justement explorer en finesse, sans vraiment le but martial, mais plutôt le but d'apprendre à découvrir ces principes
à deux ou des jeux de pair ou de groupe. Ça, je vais mettre en place au fur et à mesure sur le site. Donc, vous pouvez vous inscrire à la newsletter du site, du coup, vous serez informé. Et puis, l'espace Yelema est aussi, organise aussi d'autres personnes. Donc, d'ailleurs, comme vous savez, ce week-end, on a encore demain exploration sensorielle de l'orthobionomie. Là, il donne une présentation le matin. Et puis, l'après-midi, il y a une conférence de Sophie Mégard, qui est ma meilleure amie, et puis avec qui je travaille depuis des années, on va dire, conjointement, mais surtout par notre soutien logistique. Et de temps en temps, on fait des petites choses ensemble, et j'espère de plus en plus. Et elle va donner une conférence demain où elle va vous reparler de tous ces principes-là aussi, mais d'une forme complètement différente. Et c'est très intéressant de voir qu'en fait, finalement, on peut vivre des choses, des principes de fond, des valeurs et des notions spirituelles très, très similaires, et de leur donner une forme d'expression et une manière de les expliquer complètement différente. Donc c'est aussi très intéressant parce que du coup on ne reste pas coincé sur la forme, mais on peut voir la forme, mieux la voir et mieux voir le principe. Pour ça on avait aussi fait des soirées un petit peu de yoga en mouvement, de méditation en mouvement ensemble, vu qu'on a là aussi une manière différente d'expliquer, et je pense qu'il y en aura sûrement d'autres. Voilà, et du coup, il y a encore dimanche matin, il y a aussi Tabea qui donne des méditations en mouvement, en musique. Bien, alors je me réjouis de vous retrouver prochainement. Merci beaucoup. Merci.